Les invités du podcast Diptyque sont artistes, curateurs, conservateurs de musées, galeristes ou collectionneurs. Certains d'entre eux me sont très familiers parce que nos routes se croisent depuis la création du magazine en 2009. Mais d'autres me sont inconnus. Sur le mode de la conversation, j'essaie de comprendre ce qui fait la particularité de mon invité et je vous offre ainsi avec ce podcast un portail intime et unique sur les acteurs de l'art contemporain au Maroc, en Afrique et dans le monde arabe. Ce podcast est réalisé grâce au soutien de l'université Mohamed VI Polytechnique, une université marocaine d'avant-garde dédiée au développement de solutions innovantes pour répondre aux défis de l'Afrique et aux enjeux mondiaux. Chers auditeurs du podcast Diptyque, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes au Saadi à Marrakech et je reçois Rizlaine Sali, que je connais bien, que je vois toute l'année à Marrakech et ailleurs, à Dakar, à Venise. On se voit toute l'année dans les expositions. Rizlaine est née à Meknes, mais elle vit et travaille à Marrakech. Elle a une formation d'architecte et lorsqu'elle s'installe à Marrakech, la passion des broderies et des tissus l'encourage à développer une pratique autour de la création textile. Rizlaine a baigné dans cet univers pendant 7 ans et elle a développé un travail autour du fil de soie d'abord. En 2012, les Marrakechis se souviennent de sa création d'une robe faite à partir de déchets. Donc on était vraiment au moment où la conscience écologique a commencé à devenir très centrale dans les consciences au Maroc. Et elle a participé aux côtés du collectif Zbel Manifesto à des interventions dans l'espace public à Marrakech, notamment en marge de la Biennale de Marrakech. Depuis, je dirais 5 ans, 6 ans, la carrière de Rizlaine a pris un tournant différent. D'abord au sein de la galerie David Bloch à Marrakech, qui a commencé donc à l'encourager à développer sa pratique autour des alvéoles de fil de soie, et désormais aussi aux côtés de la galerie Christophe Persson à Paris, aux côtés de cette galerie, Rizlaine participe beaucoup donc à des événements internationaux, à des biennales, notamment la Biennale de Dakar, et son travail a pris un tour différent. Le matériau a changé, on n'est plus sur le fil de soie, on est sur d'autres types de tissage et on est sur une narration aussi du féminin dont elle nous parlera aujourd'hui. Son travail est entré dans des prestigieuses collections, au V&A à Londres, évidemment au Macal à Marrakech, à Lima, et dans des fondations importantes comme la Fondation Blacher dans le sud de la France et la Fondation H à Madagascar. Rizlaine, bonjour. Bonjour Mariam, merci de me recevoir. C'est un plaisir Rizlaine. J'aimerais que pour nos auditeurs, on puisse développer ce que c'est qu'une carrière dans l'art international, mais aussi dans la vie d'une femme. Ton travail est beaucoup centré sur le féminin, sur la représentation du féminin, par des jeux de métaphores et de métonymie. J'aimerais que tu nous dises qu'est-ce qui s'est passé, ce tournant de ta carrière après l'épisode des fils de soie chez David Bloch et le début d'un travail vraiment centré sur le féminin, moins ornemental et peut-être plus conceptuel. À quel moment ça commence ? Est-ce que tu peux nous en parler ? Alors, le fil de soie est toujours extrêmement présent dans mon travail. En fait, il est toujours là. Évidemment, il y a d'autres fils qui se sont ajoutés, mais il reste quand même ton fil conducteur. Mon fil conducteur. Le côté féminin dans mon travail est l'essence même de ce que j'ai envie de dire, en fait, de raconter. Parce qu'en fait, je suis devenue artiste le jour où j'ai eu envie d'être une femme, totalement en fait, parce que j'ai été une fille, la fille de mes parents, et j'ai été une maman intensément et passionnément. Et puis un jour, j'ai eu un espèce de déclic par rapport à beaucoup de choses personnelles dans ma vie, où j'ai eu envie d'être une femme et de comprendre et de le vivre à fond dans mon corps, dans mon esprit. Et je pense que je suis devenue artiste à ce moment-là. Être artiste pour moi, ça a toujours été la plus belle chose au monde que l'on puisse être.
j'ai toujours baigné dans le monde de l'art et le fait de faire des études d'architecture, c'était quelque chose qui me rassurait en fait, de faire des études d'architecture et non pas des études d'art pour mes parents, pour moi. C'était plus sûr à l'époque. Oui, c'était plus sûr, mais malgré tout, faire des études d'architecture, dans l'école en tout cas où je les ai fait à Paris, on était constamment en train de faire de l'art en fait, l'histoire de l'art, j'ai fait de la peinture, du dessin, la perspective, enfin on touchait absolument à tout. Et donc quelque part c'était une manière pour moi de m'introduire dans ce monde en fait. Et dans ma vie, j'ai eu le sentiment à un moment donné que c'est comme si on m'avait pris et on m'a posé dans ce monde et que tout d'un coup j'étais là-dedans et que je me sentais connectée et je me sentais à ma place en fait. Et c'était à ce moment-là que j'avais envie d'être une femme, totalement. Donc le côté féminin est extrêmement présent parce que quelque part, j'estime qu'une femme, en fait, j'ai envie de parler plus du corps de la femme dans ce que je fais, parce que quelque part, j'estime qu'une femme, elle n'est libre que lorsqu'elle dispose de son corps comme elle l'entend, en fait. C'est pas comme la société ou la religion ou la famille lui impose, mais c'est comme elle décide, en fait, d'utiliser, entre guillemets, son corps. Et donc j'avais envie d'explorer ça à travers mon travail. Alors j'aimerais bien que tu nous dises, bon moi j'ai vu évidemment un moment de bascule, c'est la Biennale de Dakar, moment à partir duquel tu commences à vraiment explorer le corps de la femme à travers tes broderies. J'aimerais bien savoir de quelle manière c'est les résidences que tu as pu faire dans des pays africains t'ont permis de te libérer de l'architecture pour vraiment, et puis de te libérer finalement de l'ornement pour vraiment travailler sur le récit de l'intimité féminine. En fait, je n'ai jamais travaillé sur l'ornement. Peut-être que tu as découvert mon travail à ce moment-là, il y a 2 ans à la Biennale, dans le off de la Biennale de Dakar. Mais ma première expo s'appelait Histoire de tripes et je parlais du corps et beaucoup des parties intimes de la femme. J'avais aussi une installation immersive dans laquelle on entrait et qui était une espèce de vagin. Donc le corps de la femme était extrêmement présent dans mon travail dès le départ. Avant même que je ne fasse un solo et que je ne sois dans une galerie, j'ai été invitée suite à l'installation que j'ai faite avec le collectif Sben Manifesto. En 2014, j'ai fait cette installation et en 2016, j'ai été invitée à la Biennale de Marrakech pour 2 installations. Une que j'ai fait à l'Institut du français, qui était extrêmement spirituelle. Pour le coup, je pense que c'est l'œuvre la plus spirituelle que j'ai faite. Et l'autre, qui était une promenade immersive dans une espèce de caverne, en fait. J'appelle ça la caverne, mais c'est comme un tunnel. Mais beaucoup de gens ont eu le sentiment, et c'est un peu ce que je visais, donc, parce que moi j'ai envie d'être dans un truc où on est dans une espèce d'introspection, où on est un peu dans les entrailles. Beaucoup de gens en sortant de là ont eu le sentiment d'être dans un vagin ou dans un espèce d'utérus. Donc c'est toujours très présent. D'ailleurs, en ce moment, j'ai une installation à la Biennale de Dakar qui parle d'une promenade à travers les différents constituants de la fleur. En fait, il y a différentes étapes. C'est une promenade où tous les sens sont stimulés, c'est-à-dire on a aussi bien du goût, de l'odorat, où Guerlain a créé des parfums pour l'installation. J'ai cherché en Provence, où j'ai vécu et où il y a beaucoup de comment on appelle ça, des bonbonniers, je ne sais pas comment on appelle ça, des confiseries, pardon. Ouais. Des confiseries qui font des bonbons avec des goûts de fleurs. Donc j'ai des bonbons dans l'installation avec des goûts de fleurs. Et puis bien sûr, bon, le toucher est là parce qu'on traverse
Il y a une partie où c'est des racines, une partie où c'est des tiges, donc on est un peu caressé par ces tiges et ces racines. On est un peu tout petit dans ce monde de la nature qui prend le dessus. Et donc tous les sens sont stimulés. Et dans cette installation aussi, où je ne visais pas forcément ça, mais où je parle quand même de la fleur. Et pour moi, c'est une continuité avec le corps de la femme, parce que la fleur, c'est quand même aussi de la chair. Et que j'abordais ce sujet en pensant au fluide, en fait, au liquide, à la sève dans la nature, parce que mon travail précédent parlait de la sève, entre guillemets, dans le corps de la femme. Et ça a débordé sur la nature. Donc là, je parlais des fleurs, mais pour moi, il y a une réelle connexion avec la femme, d'autant plus que dans la partie de cette installation où là, on arrive dans la fleur, il y a une silhouette de corps de femme reliée par un cordon ombilical, et de ce corps de femme jaillit cette nature. Et beaucoup de gens m'ont parlé d'utérus là-dedans aussi, qu'ils avaient le sentiment d'être dans un espèce de cocon et dans un utérus. Et ça m'a fait plaisir qu'on retrouve cette sensation sans que je la formule et que je suis dans un autre sujet. Mais dans le fond, je parle de la même chose. Alors, il y a la dimension de l'intuition, elle est très forte dans ton travail. Et bon, ce serait un peu impensif de dire que l'intuition appartient au registre du féminin, mais enfin quand même. Donc, je me souviens qu'en 2021, donc, tu es en résidence à la Cité des Arts. Et à ce moment-là, tu nous dis, donc, c'est un papier qu'on t'avait consacré, que tu commences à travailler sur la photographie et tu commences à avoir l'intuition qu'il faut te recentrer sur le corps féminin. Est-ce que tu peux nous parler de ce moment d'intuition en 2021, qui est une intuition très forte et qui t'a conduit là où tu es maintenant Alors c'est un moment quand même très précieux pour moi, parce qu'on était en plein Covid et je suis invitée à la Cité des Arts à Paris pendant 3 mois et Paris n'existe plus. Je suis très parisienne dans mon âme, j'adore Paris. Et tout d'un coup, je suis enfermée dans un lieu, sur la Seine, avec une vue sur la Tour Eiffel, Notre-Dame. J'ai un énorme balcon et tous les jours, je travaille avec la Seine devant moi. Et je suis enfermée avec 300 artistes du monde entier. Et notre seule source d'inspiration, c'est nous-mêmes et c'est les autres. Et je pense que dans l'histoire de la Cité des Arts, ça doit être un des moments les plus intéressants, parce que on était livrés à nous-mêmes et en fait, notre seule distraction et inspiration, c'était ce qui se passait autour de nous et en nous. Et donc, il y a eu des énormes collaborations à cette époque entre plein d'artistes. Et moi, je suis arrivée là, et la seule sortie qu'on avait 1 heure, qu'on s'autorisait soi-même sur une application, c'était pour aller faire des courses. Donc notre seul souci, c'était d'avoir suffisamment de choses pour le soir nous retrouver tous ensemble. Et là, moi je suis donc maman de 4 enfants. Et donc quand je fais mes courses, je pense à ce que mes enfants aiment. Moi j'ai des goûts extrêmement différents de mes enfants. Et là, je vais faire mes courses et en fait, je me dis waouh, mais je vais acheter ça, je vais acheter du boudin, je vais acheter des tripes, je vais acheter ce genre de choses dont je raffole. Des trucs qu'on ne mettrait pas sur les tables de nos Voilà. enfants. Et donc, j'achète tout ça et mes enfants, 2 de mes enfants étaient à Paris à ce moment-là, donc ils viennent me rendre visite et quand ils ouvrent le frigidaire, ils disent, maman, il n'y a rien à manger. Il n'y a rien à manger là-dedans. Et j'ai dit, il y a des choses que moi j'aime en fait. Et là, c'est mon moment à moi. Et donc, j'ai eu une réunion avec la directrice de la Cité des Arts et elle me demande ce que j'avais l'intention de faire. Et donc, moi, j'étais très honnête. J'ai adoré cette réunion parce que c'était un questionnement pour moi aussi où j'ai dit, en fait, j'ai aucune idée. Elle m'a dit, vous n'avez pas d'obligation. Et je lui ai dit, ça fait pas longtemps que je suis dans ce monde, mais j'ai passé énormément de temps
à m'occuper des autres. non, bon, à m'occuper des autres évidemment, mais surtout à produire pour des commandes particulières, une expo, un événement. Et en fait, je n'ai jamais été dans la recherche jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, je suis en permanence en train de créer pour des choses qu'on me commande. Voilà. Et, et là, j'étais à un moment où j'étais libre de ne pas produire pour un événement précis. Et donc, j'ai dit, vous savez, j'ai envie de me chercher et de m'explorer et peut-être me découvrir ou pas. Mais c'est ça que j'ai envie de faire. Je lui dis, je ne sais pas sous quelle forme, mais ça sera peut-être un écrit. Mais j'ai envie chaque jour d'approfondir un peu plus ma personne. Et finalement, mes œuvres sont souvent très grandes et prennent beaucoup de temps à réaliser. Et j'ai voulu faire des formats beaucoup plus intimes et j'ai voulu broder sur du papier. Et donc pour moi, cet acte de broder sur du papier, déjà la broderie qui est un peu le moyen de communication, enfin d'expression pardon, de la femme dans toutes les civilisations, à laquelle on l'autorisait en fait, et qui est quand même quelque chose de très laborieux, de très précis, et souvent où il fallait faire des calculs, parce qu'il y a beaucoup de broderies où il faut quand même compter pas mal de choses, c'est très géométrique. Il y en a d'autres où on est plus libre, mais il faut quand même avoir c'est très sophistiqué, et c'est un art qui a quand même été très négligé et un peu un art second quelque part dans les arts. Aujourd'hui, on revient, on lui donne sa place de noblesse, mais j'estimais que le mettre sur du papier, ça l'intellectualisait entre guillemets, et ça le mettait dans un support entre guillemets encore masculin, et donc ça lui donnait une position plus forte et plus importante en fait dans la société. Et je voulais, dans ces petits papiers intimes, parler de mon intimité et en fait de la femme, en fait, du corps de la femme. Et j'ai commencé en ayant une série rouge, parce que quand même le rouge, c'est la couleur de notre sang, de ce liquide sacré quand même pour beaucoup de civilisations. Le féminin sacré. Et j'ai entamé donc une série de 28 petits papiers brodés en rouge sur ce corps de la femme dont je voulais parler. Et je brodais chaque jour devant la scène et devant des arbres on était en automne, qui changeaient de couleur en fait chaque jour alors que j'étais là. Et je me rappelle, il faisait vraiment très très beau. Il y a eu des jours de pluie évidemment, mais dans mon souvenir, je retiens le beau temps en fait durant cette période. Et en fait, les arbres changeaient vraiment de couleur et assez rapidement dans le fond. Et je me suis dit, mais il faut que je parle aussi de ces couleurs qui sont là devant moi. Et du coup, j'ai décidé de faire aussi une série verte et bleue. Il y avait le ciel et les arbres devant moi qui devenaient de plus en plus rouges parce qu'on était en automne. Et j'ai eu envie d'introduire mon propre corps dans ces broderies. Et donc, j'ai demandé à une amie d'Afrique du Sud qui était là et qui était photographe de me prendre nue et de prendre des parties de mon corps et que j'allais développer sur du papier qui était le même que celui sur lequel je dessinais. C'était du papier arche assez épais, et que j'allais broder mon propre corps sur ces photos. J'allais broder ces photos durant ce processus. J'ai pas eu le temps de finir cette série de broderies, et elle est toujours là. Parce que j'estime que je ne peux pas la finir chez moi. Je suis dans un monde où je suis beaucoup trop perturbée, où ce n'est pas assez intime quelque part pour moi, et j'ai trop de gens, de perturbations, et j'ai envie de garder précieusement ces photos pour le faire le jour où je me retirerai en fait, parce que j'étais un peu en retrait de ma vie, de mon monde, et j'ai besoin d'être dans cet état-là pour continuer cette série. Donc j'en ai fait 5 ou 6. Et donc, beau, hein, qu'on avait montré et ça s'est arrêté là. Et effectivement, c'était un moment
Donc c'est un moment de grâce. Oui, pour moi. Ouais. Oui, Et tu attends que soient réunis de nouveau oui. peut-être les ingrédients de ce moment de grâce, un En peu fait, c'est un peu comme le retrait. Ouais. une pause dans ma vie, dans mon travail, si je peux appeler ça travail. C'est un peu une parenthèse et une pause et je trouve que c'est délicat, c'est précieux et j'ai envie de le faire en étant dans cet état-là. J'ai pas envie de le faire dans la précipitation ou pour le faire. J'ai envie de le sentir c'est important pour moi. Alors moi je trouve quand même très intéressant et assez, ça demande quand même qu'on y réfléchisse et je serais heureuse d'avoir ton sentiment là-dessus. Il y a une, il y a une génération d'artistes à laquelle tu appartiens. Il y a toi, il y a Amina, il y a Safar Rouas, bon, Carole Benita qui n'est plus de ce monde malheureusement, qui était peut-être pas tout à fait de notre génération, avec un vrai fil conducteur autour du fil, autour de l'acte d'assembler les fils et de les tisser. J'aimerais bien savoir qu'est-ce que représente cet acte. Tu l'as un peu dit tout à l'heure déjà. Qu'est-ce que représente et attention, les récits qui passent par ce fil sont des récits aussi de violence. On n'est pas du tout dans le féminin attendrissant et doux et qui couve la vie, hein. On est dans le féminin de violence. Qu'est- qu'est- Évidemment, chez Alors, Safa, il y a les lames de rasoir aussi. Il y a beaucoup de violence. Il y a tout dans ce fil. Il y a tout qui passe dans ce fil. J'aimerais bien savoir quelle est j'ai envie, ton en fait, analyse. j'ai eu beaucoup d'ateliers en Afrique avec des femmes dont la vie n'a pas été facile et on parle de choses très difficiles, mais dans ma vision des choses, j'ai envie qu'on en parle sans se positionner comme étant une victime. Parce que j'arrive et en fait, je leur dis, alors il y a des femmes qui sont chrétiennes, il y en a qui sont musulmanes, il y en a qui sont animistes, mais elles le sont profondément. Quelle que soit leur spiritualité, elles la vivent profondément. Donc j'arrive et je me présente comme étant une maman. Donc déjà, on est femmes entre nous et nous avons la même problématique face à la vie. On a des enfants, elles sont souvent mamans ou c'est des grands-mères, c'est aussi des jeunes filles, c'est vrai, il y a aussi des étudiantes parfois. Mais ça nous réunit, cette condition de femme et cette condition de maman. Et je suis musulmane, donc ça les rassure. Et on parle de sujets tabous. Et en fait, on développe, en fait, on va au marché ensemble le premier jour. Et moi, je découvre un peu leur culture à travers le marché. Donc, je pose plein de questions. Ah, mais ça sert à quoi? Mais si, ah ben, on va acheter ça, on va se servir de ça. C'est vraiment dans la joie et la bonne humeur, la convivialité. Et on retourne donc à l'atelier et puis je dirige, j'essaye de comprendre quel est le talent de chacune pour aller dans son sens, mais on parle toujours du corps de la femme. Et quelque part, donc je leur dis, je ne veux pas qu'on en parle comme des victimes, j'ai envie qu'on parle de ça en dépassant, j'ai l'impression de sauter en fait une étape et de parler plus haut et d'en parler comme quelqu'un qui s'en est sorti de ces tabous, de ces interdits, de ces violences, de cette vie difficile. On en parle comme des femmes qui s'aiment, qui s'assument et qui trouvent que ces sujets méritent qu'on en parle. Et on en parle avec parfois de l'humour, Oui. parfois de la tristesse, parfois, mais beaucoup d'humanité et beaucoup de... En fait, c'est vraiment une espèce de thérapie, autant pour moi que pour elle. Et j'ai l'impression qu'on en sort grandi. J'ai à la fin, vraiment, c'est des scènes de joie, d'allégresse, de liesse, où on danse, souvent on met de la musique, on danse sur les tables. Et à Dakar, par exemple, le chef de l'atelier m'a dit qu'il a rarement vu, il y a des filles qui venaient dont il n'avait jamais entendu la voix. Et là, tout d'un coup, on était en train de danser sur les tables et qu'il a vu que
au-delà, en fait, je ne suis pas là en train de leur apprendre vraiment des techniques ou à leur transmettre forcément quelque chose qu'elles vont pouvoir utiliser dans leur vie professionnelle. Mais je vois qu'elles se dépassent. Et quelque part, elles sentent qu'elles peuvent y arriver par elles-mêmes. Et elles osent le faire. J'ai l'histoire d'une fille qui était fille unique, ce qui est assez rare dans ces familles. Et en fait, je lui ai appris un point de broderie très très simple et j'ai dessiné une partie du corps féminin qu'elle devait broder avec ce point-là. Et en fait, elle a tellement adoré le faire et elle l'a tellement bien fait. Et elle se lève quand elle finit, elle hurle dans toute la salle et elle le montre à tout le monde. Et tout le monde dit, c'est la première fois qu'elle finit quelque chose. Et donc, elle en voulait encore. Elle voulait que je lui refasse un autre dessin pour qu'elle le rebrode. Et je suis toujours en contact avec ces femmes. Là, quand je suis retournée à Dakar, tout le monde m'écrit. On a une vraie relation. Et ce fil, c'est un lien entre nous. Et c'est un fil qui nous libère aussi pour moi. J'ai aussi cette image toujours en tête de ce livre de Fatima Mernissi, où en fait les femmes se retrouvaient entre elles pour broder. Et il y avait des règles dans cette broderie où on ne devait pas transgresser. Il y avait des choses chez nous, il y avait le point facile, le point rebatté. Donc on se regroupe autour de ces broderies. On apprend pour préparer son trousseau. Et il y a cette petite scène, enfin ce paragraphe où une des jeunes filles, elle s'échappe sur le toit du riad. Et là, il y avait des oiseaux qui passaient et elle s'est permis de broder cet oiseau. Et c'était sa liberté à elle, cette parenthèse qu'elle n'avait racontée à personne, mais c'était sa façon à elle d'être libre. Et en fait, ça a permis, je pense, à beaucoup de femmes dans l'histoire de l'humanité de s'exprimer librement sur des sujets dont on n'avait pas le droit, en fait. Librement, mais sous contrainte. Alors, peut-être, ce que tu dis du lien social par la broderie, je trouve très, très beau et très intéressant. C'est peut-être même au cœur de l'intérêt aussi de ces pratiques autour du textile. Ça me rappelle un moment très riche de l'année dernière, donc au moment de l'inauguration de la Fondation H à Madagascar. Donc je vois qu'une de tes œuvres a intégré cette collection. Donc la Fondation a été inaugurée avec la très belle expo de cette tisserande contemporaine, Madame Zo. Et l'expo s'appelait « Bientôt, je vous tisse tous ». En fait, elle avait écrit ça donc à Hasnain Ridji, donc le fondateur de la Fondation H. Et donc cette phrase est restée un petit peu comme une sorte de phrase un peu mystérieuse, mais a posteriori, donc ensuite elle est décédée avant que l'expo n'ait lieu, mais a posteriori la phrase a pris tout son sens parce qu'ils se sont rendus compte que cette femme qui assemblait tout type de matériaux à travers le tissage avait aussi, par le biais de sa pratique, la capacité aussi de tisser les humains entre eux et de créer des nouvelles connexions entre les gens, entre les sexes, entre les milieux sociaux, entre les publics, entre les pays. Tu l'évoques pour ta propre expérience. Qu'est-ce que tu vois de cette dimension sociale dans ta propre pratique ? Moi, je trouve que c'est quelque chose qui me nourrit énormément. Et en fait, on dépasse beaucoup de choses. On n'est plus dans ces moments-là. On est vraiment dans un rapport, il n'y a aucune hiérarchie. Horizontale. Oui, et en fait, c'est vraiment un rapport d'humanité très précieux, je dirais. Et en fait, c'est de l'amour. Moi, je le ressens vraiment comme de l'amour et de la confiance parce qu'on se livre les unes aux autres et on raconte, sa condition de femme, avec notre vécu, notre expérience, mais il n'y a aucune hiérarchie. Et ça, je trouve que c'est vraiment très précieux. Et quand tu parles de pays, là, dans mon expo de Dakar, j'ai invité deux fondations avec lesquelles j'ai des projets dans l'avenir à participer avec moi. Et moi, je trouve ça extrêmement riche d'avoir des pratiques nouvelles et de s'ouvrir sur d'autres techniques qu'on découvre. En fait, j'ai invité
une association palestinienne et ça me touche vraiment qu'elle soit présente avec moi à Dakar dans mon œuvre, d'abord pour parler de la Palestine et pour parler de ces femmes qui, malgré tout ce qu'elles ont subi, tout ce qu'elles continuent de subir, il y a cette résilience et elles sont là à broder. Elles sont dans des camps de réfugiés au sud du Liban. J'espère qu'elles sont encore là. Et j'ai un projet avec elles l'année prochaine. Donc je voulais qu'elles fassent partie aussi de ce travail à Dakar. Et j'ai aussi invité une association indienne qui est à Lucknow. Et Lucknow, c'est un peu la ville de la broderie en Inde où beaucoup de Maharajas faisaient réaliser leurs costumes parce que c'est la grande ville de la broderie en Inde. Donc j'ai aussi des fleurs qui ont été réalisées par cette association et avec laquelle j'ai un projet aussi dans le futur. Donc évidemment, pour moi, ça m'ouvre un champ merveilleux en fait et ça me nourrit. Oui, ça me stimule et non, je suis ravie de pouvoir découvrir et de partager des moments avec des femmes d'autres cultures. Est-ce que ici à Marrakech, tu as un atelier qui fait travailler donc des femmes qui t'aident dans les grands projets parce qu'en fait, j'étais très intéressée tout à l'heure de ton récit de l'aventure de la Cité des Arts où tout d'un coup, j'imagine, tu te retrouves face à toi-même et face à ta propre technicité aussi. Oui. Et je sais que dans ces travaux d'envergure qui engagent la pratique du tissage, on fait appel aussi à beaucoup de mains, évidemment avec toujours l'œil de l'artiste et son propre projet et les mains qui proposent mais qui exécutent aussi. Comment ça se passe dans ta propre pratique, ce lien avec les personnes qui t'accompagnent? Est-ce que tu as un atelier avec des personnes qui sont récurrentes Alors, j'ai un atelier avec Najet, qui est ma brodeuse depuis toujours. En fait, on est très complices et elle est, ce que j'adore en elle, parce que c'est pas du tout évident avec les artisans ici, c'est que elle est très ouverte à essayer de nouvelles choses. Donc, évidemment, elle a cette technique surtout d'ouvrir la sabra, parce qu'on utilise beaucoup sabra et en fait c'est un casse-tête chinois. Pour ouvrir la sabra, il faut vraiment maîtriser pour pouvoir filer le fil parce qu'il se présente d'une manière très brute et il faut le filer pour pouvoir l'utiliser. Et ensuite, moi évidemment, j'ai envie de l'intégrer dans des volumes, j'ai envie de faire en fait, voilà, j'ai envie d'explorer de nouvelles techniques. Elle est toujours très ouverte. Et j'ai en fait ma femme de ménage à la maison, sa maman est une... elle fait le fil. Elle faisait des tapis. Oui. Donc elle-même avec ses sœurs, on fait des tapis quand elles étaient toutes jeunes. Et souvent, elle vient nous aider quand j'ai besoin d'elle. Sa sœur, ses tantes viennent aussi. Et puis, je ne fais plus du tout à la maison recouvrir ces déchets plastiques avec du fil de soie. Mes premières œuvres, je les fais avec ma mère. Ma mère qui m'a fait pas mal de vêtements quand j'étais petite. Donc, j'ai vécu quand même dans un monde où la main était active. Et donc, je me suis rendu compte que c'était impossible parce que ça prend tellement de temps que j'allais réaliser une œuvre par an, quelque chose comme ça, parce que je n'ai pas cette dextérité et donc on était là avec ma mère, c'était laborieux. Par contre, j'ai vraiment adoré ce geste que j'ai toujours dans ce que je fais, mais je ne le fais plus pour recouvrir les déchets, mais je le fais quand je brode, je le fais quand j'attache ces alvéoles à mes œuvres, parce qu'en fait je sculpte, j'ai une espèce de matrice souvent en chicken wire, en grillage métallique. Et donc, je viens attacher toutes ces alvéoles sur le grillage. Et c'est un geste extrêmement répétitif et vraiment dénué de toute intellectualité. Donc, on est là à répéter le même geste, un peu comme quand on brode. Et quelque part, pour moi, c'est un peu comme un mantra, quoi. On entre dans une espèce de transe et on est là sans réfléchir. Et ça nous évade en fait, on s'évade et c'est un geste que je fais entouré de ma brodeuse et donc on a vraiment des moments de recueillement quelque part pendant ce travail et
D'ailleurs, j'ai souvent eu ce sentiment que tous ces déchets que je ramasse, elles viennent un peu avec une espèce d'âme de leur vie antérieure. Et j'adore ne pas savoir d'où est-ce qu'elles viennent, parce qu'il y a des déchets qui viennent de moments heureux. Et il y a des déchets qui viennent de moments tristes, il y a des déchets qui viennent de moments banals. Et en fait, quand on les recouvre et quand on les met dans... C'est l'accumulation de toute l'énergie qu'elles apportent avec eux, ces déchets, qui crée cette nouvelle œuvre, cette nouvelle âme, entre guillemets. Et donc, c'est l'accumulation de toute cette énergie qui donne la nouvelle énergie de cette nouvelle œuvre. Et j'aime penser ça pendant que je travaille. Et je ne sais plus si j'ai répondu à ta question ou si j'ai un peu divagué. Non, tout à fait, c'est très intéressant. Bah, alors évidemment, il me reste à te demander pour nos auditeurs où est-ce qu'on pourra voir tes œuvres, à quel endroit est-ce qu'ils pourront voir tes œuvres. Alors, en ce moment, je suis à la Biennale de Dakar. Ouais. Je suis aussi au Cheval Blanc à Saint-Tropez avec Guerlain. On vient de décrocher au Ghana, j'ai exposé à la Galerie 1957. Ouais. Et chez Marwan Zakem, dont on a fait un épisode l'an dernier du podcast. Et j'ai exposé aussi à Homo Faber à Venise, où j'ai vraiment j'étais bouleversée par cette expo, où j'ai été avec ma fille et j'ai pleuré tout le long, tellement j'étais émue par tout ce qui était présenté. Et l'année prochaine, alors j'ai plusieurs grands projets. J'ai notamment été sélectionnée par les États-Unis pour Art in Embassy. Et en fait, ils ouvrent une ambassade, un consulat à Casa. Et je fais une œuvre monumentale pour leur hall d'entrée. Ton galeriste Christophe Persson m'a dit « Rislaine Sali, cette année, c'est une comète ». Voilà comment c'est défini. Et puis, j'ai aussi un projet dont Christophe est l'initiateur dans ce magnifique écrin qui est la Villa en Pin à Bruxelles, la Fondation Bogossian, où je suis invitée pour créer une installation qui va faire tout le long du hall d'entrée et qui va être là pendant une expo sur des antiquités égyptiennes de la Fondation Gandur. Et donc, ils m'ont invitée pour faire une œuvre un peu sur un regard sur le Nil. Donc, en fait, je parle de la flore du Nil à travers mon œuvre qui sera suspendue dans ce hall qui fait 9 mètres de haut. Et j'ai aussi un grand projet avec Guerlain, où je suis Guerlain chaque année à 2 artistes un peu de l'année pour des œuvres d'exception. Ils appellent ça œuvres d'exception. Et en fait, ils invitent un artiste pour faire l'œuvre d'exception pour le parfum et un artiste pour l'œuvre d'exception pour la cosmétique. Et moi, je fais l'œuvre pour une de leurs crèmes phares. Et donc, qui sera dans toutes les boutiques Guerlain dans le monde. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Il y a 12 pièces numérotées. Et j'ai d'autres expos à Zurich et aux États-Unis aussi à Aspen, dans des galeries et des espèces d'espaces d'art d'ici la fin de l'année. Voilà. Ça fait du travail dans ton atelier. Merci beaucoup Rislaine pour cet entretien très riche. Et à très bientôt pour ta prochaine exposition. Merci Mariam.